Patrick Tissier, cet homme a deux visages. Pour la communauté des Mormons de Perpignan, dans les années 90, il était un homme serviable, gentil, à qui on confiait volontiers les enfants, qu'on invitait à déjeuner le dimanche après la messe. On ne connaissait pas sa vie d'avant, mais peu importe, il inspirait la confiance. Sa vie d'avant, son autre visage, c'est le visage d'un tueur, d'un violeur récidiviste, d'un prédateur, d'un étrangleur. Il a trompé tout le monde. Il a assassiné sa voisine, il a failli tuer une amie, et surtout, il a assassiné une petite fille de 8 ans, la fille de ceux qui l'accueillaient gentiment le dimanche à leur table. Tissier avait lu et relu le livre Le silence des agneaux. Un jour, il a demandé à la juge qui l'interrogeait s'il pouvait lui parler à l'oreille, comme Anthony Hopkins dans le film adapté du livre, qui avait dévoré la joue de son gardien. Perpignan, début août 93. Ça fait quelques jours que Concheta Lema ne donne plus signe de vie. Concheta a 46 ans. Elle vit seule dans un studio dans le quartier de la Gare. Ses filles, Pascal et Sylvie, sont inquiètes. D'habitude, leur mère les appelle tous les jours. Mais depuis le 6 août, plus rien. Le téléphone sonne dans le vide. Elles vont voir le voisin de leur mère, un certain Patrick. Plus qu'un voisin, c'est un ami. Lui aussi est inquiet. C'est lui qui accompagne Pascal quand elle va signaler la disparition de sa mère au commissariat. Une disparition qui finalement n'étonne que ses filles et le voisin. En effet, Concheta a de mauvaises fréquentations et des ennuis avec la justice. Son compagnon est en prison pour trafic de drogue. Elle doit même comparaître devant le tribunal pour complicité à la fin du mois de septembre. Ça en fait des raisons de disparaître. Au mois d'août, quand elle ne répond pas aux convocations, on se renseigne, elle a disparu. Donc pour nous, elle est en fuite. Elle est en fuite pour échapper à toute poursuite judiciaire, tout simplement. Bon, qu'elle soit repartie ailleurs, ou que peut-être on l'ait forcée à repartir parce qu'elle parlait trop, c'est ce qu'on a cru à un moment donné, tous. Dans certains milieux, quand on parle trop, on sait faire taire les gens. Concheta victime d'un règlement de compte ou Concheta en fuite, dans les deux cas, ça tient. D'autant que sa voiture aussi a disparu et que sa carte de crédit continue de fonctionner. Elle a été utilisée après le 6 août dans plusieurs villes de la région. En réalité, ces filles sont les seules vraiment inquiètes. Daniel Brault, à l'époque, vous êtes juge d'instruction à Perpignan. Et je voudrais qu'on parle de Concheta Lema. Est-ce qu'elle a vraiment des ennuis avec la justice, quelque chose qui pourrait expliquer qu'elle se soit enfuie? Alors, Concheta Lema est l'amie d'un gros trafiquant de stupéfiants et comme toutes les compagnes de trafiquants de stupéfiants, elle peut être prise dans des affaires dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. À aucun moment il n'a été question de l'impliquer dans ce trafic comme complice? Il y a eu des moments où elle a eu des ennuis avec la justice à propos de ce trafic parce que c'était une femme qui était très amoureuse de cet homme-là et par amour, elle était prête à tout faire justement pour le disculper, au besoin d'obtenir quelques témoignages qui lui soient favorables. Donc c'est une disparition inquiétante? C'est une disparition qui est inquiétante, mais une disparition qui n'est pas forcément inquiétante à cause de quelqu'un d'extérieur qui aurait voulu la tuer. Est-ce qu'elle est capable d'avoir disparu sans donner de nouvelles à sa fille? Parce que sa fille n'est au courant de rien. Ça paraîtrait extraordinaire qu'elle n'ait donné aucune nouvelle à sa fille parce que les relations entre Concheta Lema et ses deux filles étaient très fusionnelles. Elles venaient régulièrement au palais de justice ensemble, elles préparaient manifestement tout ensemble et ça paraissait très difficile. Et ce qui paraissait aussi très difficile, c'est qu'elle ne soit plus allée rendre visite à son compagnon parce qu'elle était amoureuse folle de lui. Et elle allait le voir au parloir régulièrement? Régulièrement, d'ailleurs, au moment où elle disparaît, c'est juste le lendemain d'un parloir. L'affaire de la disparition de Concheta Lema, il faut bien le reconnaître, ne passionne pas les foules. Elle est adulte, elle a des problèmes avec la justice. Cette histoire restera un mystère pendant 2 ans.
Mais qu'importe. Les policiers ont un autre dossier sur leur bureau. 1 mois après la disparition de Concheta, une jeune femme porte plainte pour tentative de meurtre. Marie-Josée Gauze raconte que dans la nuit, elle a été agressée par un ami qui lui avait rendu visite dans la soirée. Elle croyait qu'il était parti, mais quand elle s'est couchée, il s'est introduit dans sa chambre. Marie-Josée a alors vécu un calvaire. Elle a été ficelée, frappée, puis étranglée, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Après, elle a sans doute été violée. Quand elle est revenue à elle, elle est parvenue à ramper jusqu'au téléphone pour prévenir les secours. Elle a été hospitalisée dans un état grave. Le lendemain, elle raconte aux policiers son agression. L'homme qui a tenté de la tuer, son ami, s'appelle Patrick. Patrick Tissier. Marie-Josée Gauze, qu'est-ce qu'il faisait chez vous, Patrick Tissier, ce soir du 10 septembre 93? Il est arrivé, il était 9h30, 10h moins le quart. Il est venu me dire, bon, je viens boire un coup avec toi, je porte une bouteille de coca. Je lui dis, bon, 5 minutes parce que j'étais en train de faire des papiers, et puis j'avais pas beaucoup de temps. Et il m'a dit, je veux coucher avec toi. Je lui ai dit, non, ça va pas la tête. Il en est hors de question. Je lui ai dit, tu sais très bien par où je passe, il est hors de question qu'on couche ensemble. Vous sortiez d'un divorce? J'étais en plein. En plein divorce? En plein divorce. Donc il n'était pas question pour vous d'avoir une relation amoureuse avec Patrick Tissier? Pas du tout. Il est reparti au bout d'un petit moment. Seule chose que j'ai fait, que j'ai oublié de fermer la porte derrière lui. Et j'ai éteint en bas, je suis montée au premier étage, et puis je me dirige vers ma chambre. Puis là, j'entends comme une respiration. Il était derrière la porte. J'ai juste entendu, clac. Il étirait un foulard qu'il avait préparé. Il me l'a passé devant et il m'a tiré comme ça. Et là, il m'étranglait. En plus, il avait une force déployée, c'était effrayant. Et moi, je me suis débattue, comme j'ai pu. Puis je lui ai donné un coup, là, j'ai essayé de glisser mon bras. Puis je lui ai donné un coup, je ne sais pas où. Il m'a dit, oh salope, mais t'es une dure à cuire. Après, il m'a jeté par terre. Je l'avais toujours sur mon dos. Et puis il m'a tapé la tête sur le carrelage, jusqu'à ce que ma tête explose. Et puis alors il avait les positions des mains très... Il pompait jusqu'à que tout d'un coup j'ai ma tête qui a explosé. Puis j'ai senti quelque chose qui me coulait. Et en fait c'était mon sang qui me sortait par le nez, par la bouche, par les yeux, par les oreilles, partout. Il m'a dit de toute façon tu vas crever. Tu vas crever. Et puis là je suis partie dans un coma profond. Et puis à un moment, vous revenez à vous. Voilà. Quand j'ai repris connaissance, j'étais bâillonnée. J'étais toute nue. J'étais ce bras en arrière et les mains attachées par les menottes. Et toute ficelée de fils électriques, de tout ce qu'il avait trouvé. Et il était encore là? Il était encore là en train d'éponger le sang. Sur le sol? Sur le sol, partout, parce qu'il y en avait jusqu'au plafond. Et là, ça ne lui a pas plu. Il est ressauté sur moi. Il s'est assis sur ma cage thoracique. Il m'a mis ses 2 mains. Avec le foulard, j'avais ses 2 mains comme ça. Et il me disait, ouvre ta bouche, que je t'étouffe. Il faut que je t'achève. Il faut que je t'achève. T'es la seule à me résister. Ah, quand vous entendez ça, là, je me suis dit, mais c'est pas la première fois qu'il a fait ça. T'es la seule à me résister. T'es la seule à me résister. Et c'est là que je lui ai fait tomber sa force en lui disant pourquoi. Mais
Et puis tout d'un coup, j'ai senti ses mains qui se relâchaient. Et son visage, qui était très dur, ses yeux qui lui sortaient de la tête. Il me dit, pourquoi? C'est comme ça, il m'a répondu. Et là, il s'est relâché. Il m'a enlevé les menottes, il m'a déficelé. Tout ce que je sais, c'est que moi, je portais une culotte rouge. Je me suis retrouvée avec une culotte noire. Ce qui laisse supposer que vous avez été violée Tout à fait. pendant le moment où vous avez été inconsciente. Tout à fait. Mais la seule chose que je voulais qu'il parte. Et il est parti. Et il est parti. L'urgence pour les policiers, c'est maintenant d'arrêter ce Patrick Tissier, cet homme qui aurait violemment agressé Marie-Josée. Mais il a disparu, il a pris la fuite. 3 jours plus tard, ils sont mobilisés par une autre affaire extrêmement inquiétante. Le lundi 13 septembre 1993, nouveau drame à Perpignan. Karine, une petite fille de 8 ans, a disparu. Karine habite un quartier populaire, la cité ensoleillée. Sa maison est juste à côté de l'école. Comme sa maman travaille, c'est sa voisine qui, ce jour-là, est venue la chercher avec son frère de 9 ans à la sortie de l'école. Mais Karine a voulu rester à l'étude. J'ai dit, allez, on y va, Karine, parce que c'est fini, tu ne peux pas rester. Alors, elle sautait, elle avait une corde à sauter. Elle dit, non, non, moi, je reste ici, je veux rester ici. Je me suis approchée au grillage et je l'appelais de nouveau. Et je ne sais pas pourquoi j'ai insisté tellement qu'il vienne avec moi. J'ai senti que je ne devais pas la laisser. Plusieurs fois, en marchant vers ma maison, je me suis retournée pour la regarder. La dernière image de Karine, c'est quand elle fait demi-tour et je la vois me tourner le dos et partir dans l'école. Aller en face, dans la bibliothèque et faire son heure d'études. C'est la dernière fois que je la vois en vie et je la vois en chair et en os. À 17h, la voisine et le petit frère Cédric laissent donc Karine derrière eux dans la cour de l'école. Cédric ira la chercher dans 1 heure. Mais le petit garçon regarde des dessins animés. Il ne voit pas le temps passer. Au moment donné où j'ai vu l'heure, où je vois encore ce magnétoscope au-dessus de la télé marqué ici 18h10, de ce moment-là, j'ai souvenir de tout. 10 minutes. Si Karine avait décidé de rentrer toute seule, elle serait déjà là. On a descendu en courant parce que j'ai eu peur. Tout de suite, j'ai dit, normalement, c'est 2 minutes de l'école jusqu'à la maison. Alors, j'ai pris ma fille et je suis partie pour la chercher. Et quand on est arrivé à l'école, il n'y avait personne. C'était tout fermé. Et autour de nous, personne. Si Karine était allée chez une copine, elle aurait prévenu. La voisine prévient immédiatement sa maman. J'étais inquiète tout de suite. Quand j'ai eu le coup de fil à 6h, j'étais vraiment pas bien. Je sais pas si je ressentais que je l'aurais pas retrouvée ou quoi, mais j'ai eu un moment de faiblesse, quoi, on va dire. Tous les 3 se mettent à sillonner la cité. Cédric, la voisine, la maman. Elle est peut-être en train de jouer avec des copains. Mais à chaque fois qu'ils croisent quelqu'un, la réponse est la même. Non, non, on n'a pas vu Karine. Moi, je cherchais son cartable. Je sais pas pourquoi, mais peut-être dans ma tête, si je trouvais le cartable, je trouvais Karine. Je sais pas la réaction que j'ai eue vraiment, mais on a fait tout le tour, on a regardé partout et on l'a pas trouvée. Je suis même allé dans un endroit, un vieux bâtiment qui était laissé à l'abandon, où il y avait pas mal de personnes SDF, pas forcément fréquentables, mais du moins qui traînaient là-bas. Et on a fait le tour, on a fait Et Karine, mais non, elle était déjà loin. Je suis arrivé en retard. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. En même temps, je n'aurais pu ne rien faire aussi. Tout ça, on ne le saura pas. Ce qu'on sait, c'est que je ne suis pas arrivé à l'heure.
Karine, elle n'est plus là. Les policiers débarquent vers 20h. Et très vite, ils doivent se rendre à l'évidence. Pas de témoins, pas de piste. Le lendemain, la photo de Karine est à la une. Dans la région, les disparitions d'enfants suscitent toujours une très grande émotion. Bonsoir, une fillette de 8 ans a donc disparu depuis hier soir à sa sortie de l'école dans le quartier périphérique sud-ouest de Perpignan, la cité ensoleillée. Toute la journée, les enquêteurs ont sillonné le quartier, sa photo à la main, pour recueillir le moindre indice. Le département est quand même encore sous le choc de la disparition et du double assassinat des petites filles d'Aile, Ingrid et Muriel. Ingrid et Muriel, violées et tuées 2 ans plus tôt près de Perpignan par Christian Van Geloven. Il est en prison, mais l'affaire a laissé des traces. Il y a un monstre de nouveau qui a frappé, c'est pas possible, voilà, ça c'est le sentiment, le premier sentiment, un sentiment est général. Il est unanime et les premiers frissons remontent à ce moment-là, ce moment où on se dit la petite fille n'est pas rentrée de la nuit, elle est introuvable aux alentours, elle n'a que 8 ans, il s'est passé quelque chose. D'énormes moyens sont mis en œuvre. On fouille les égouts, les fossés, les talus. Rien. Et peu à peu, on se met à parler non pas d'accident, mais d'enlèvement. Raisonnant comme si Karine est encore vivante, emmurée quelque part, séquestrée quelque part, et c'est ce qui donne d'ailleurs beaucoup plus de motivation à une enquête. Le lendemain, les policiers recueillent les premiers témoignages. Des habitants de la cité se rappellent avoir vu Karine sur une aire de jeu. D'autres sur la route qui mène au centre pénitentiaire, situé juste derrière l'école. On nous a parlé de véhicules divers, on nous a parlé d'hommes suspects, de type asiatique. Mais hélas, au démarrage d'une affaire, tous ces témoignages sont contradictoires et ne nous aident pas à nous forger une idée très précise. Les policiers s'intéressent évidemment à l'entourage de Karine, à ses proches et à sa famille. Ses parents sont divorcés, mais le père de Karine est vite mis hors de cause. La petite fille a une vie sans histoire. Seule particularité, Jocelyne, la maman, est une fidèle de l'église des saints du dernier jour, les Mormons. À ce moment-là, nous avons donc 3 affaires. Concheta Lema, elle a disparu il y a 1 mois et demi, pas de nouvelles, mais le fait que des retraits aient été effectués sur son compte en banque laisse penser qu'elle est en fuite. Marie-Josée Gauze, elle a été violemment agressée par un certain Patrick Tissier, qui a disparu. 3 jours après, Karine, 8 ans, s'est volatilisée à la sortie de son école. On pense qu'elle a été enlevée. Or, les policiers vont faire le lien entre l'agression de Marie-Josée et la disparition de Karine. Le mardi 14 septembre, alors que plusieurs centaines d'hommes cherchent Karine, un policier du commissariat entend Marie-Josée dans sa chambre d'hôpital. Son agresseur, Patrick Tissier, est recherché depuis 3 jours déjà, mais il est introuvable. Le policier espère que Marie-Josée se souviendra d'un détail qui pourrait les mettre sur la piste. Sur le ton de la discussion, elle me dit « Vous devez avoir du travail sur Perpignan actuellement, non ?» Je dis oui, effectivement, oui. Malheureusement, il y a une petite fille de 8 ans qui a disparu à la cité ensoleillée. Et c'est là que Marie-Josée dit au policier qu'avec son ami Patrick Tissier, elle passait souvent en voiture devant cette cité. Et là, elle me dit, tiens, c'est curieux, parce qu'un jour, il y a Patrick Tissier qui m'a montré une maison en me disant, tiens, regarde, j'ai une amie qui a 2 enfants, et là, je vais la voir souvent, parce qu'ils sont super sympas, et j'aime beaucoup ces enfants-là. Ces enfants, une petite fille et un petit garçon de moins de 10 ans, leur maison est juste à côté de l'école, exactement comme celle de Karine. À partir de là, je n'ai même plus pensé à l'affaire de l'agression sur Marie-Josée Gauze. J'ai pensé à la disparition de Karine, qui était vraiment... il fallait se presser, il fallait essayer de la retrouver, bien sûr.
Marie-Josée vient de mettre les policiers sur une piste inquiétante. Patrick Tissier, qui est recherché depuis 3 jours pour tentative de viol et de meurtre, serait peut-être l'homme qui a enlevé Karine. Une équipe de police se rend immédiatement au domicile de Jocelyne, la maman de Karine, pour vérifier qu'elle connaît bien Patrick Tissier. Et pendant ce temps-là, une autre équipe retrouve une amie de Tissier, une certaine Belguine, qui habite dans la région. C'est la police de Perpignan qui m'appelle et qui commence donc comme ça, oui, vous connaissez Patrick, oui, vous connaissez Jocelyne, oui. Vous connaissez les enfants de Jocelyne? Oui, bien sûr, je connais les enfants de Jocelyne. La petite Karine, vous la connaissez? Oui, bien sûr, je la connais. Et là, ils me disent, en fin de compte, il faut que vous veniez absolument à Perpignan. Et également, donc, on m'a demandé les différents courriers qu'il m'a envoyés pour savoir à peu près où est-ce qu'ils pouvaient être. Dans ces lettres, les policiers espèrent trouver la trace d'une éventuelle planque de Patrick Tissier. Mais rien. En revanche, un passage retient leur attention. Tissier y parle de Karine et de Cédric, ces 2 petits diables qui sont si mignons. Au même moment, d'autres policiers interrogent la maman de Karine à son domicile. Ils ne savent pas encore et ils tombent sur une photo de Tissier. Donc on faisait un petit peu le tour de la maison, la chambre de la petite, etc. Il y avait une photographie, donc, parmi d'autres, d'un homme. Patrick Tissier, une 40aine d'années, souriant, moustachu. Ce visage, l'un des policiers qui enquête aussi sur l'agression de Marie-Josée Gauze, le connaît déjà. La mère de Karine nous explique qu'il s'agit de Patrick Tissier, un ami qu'elle a connu dans la communauté mormone. Et le nom de Patrick Tissier, bien sûr, interpelle tout de suite le collègue et dit « mais je connais cet homme ». Alors bien sûr, devant la mère de Karine, nous ne sommes pas lancés dans les explications, mais nous sentions que là, nous tenions une bonne piste. Quand les policiers se mettent à enquêter sur ce Patrick Tissier, qu'ils savent, eux, dangereux, on leur décrit surtout un homme gentil, attentif, serviable. Il est arrivé dans la région 2 ans plus tôt. Il loue un studio rue Paul Riquet. Il a d'abord été embauché dans un hôtel comme homme à tout faire, mais au bout d'1 an, il a été licencié pour raisons économiques et s'est recyclé dans la vente de produits de régime. Ses employeurs sont unanimes. C'est un bon élément, il a un bon contact avec la clientèle. Il travaillait, il était plus ou moins VRP, il travaillait, je pense, à l'époque pour Herbalife, dont il faisait du porte-à-porte pour vendre des produits. Donc c'était un gens qui avait de la bagoue, il savait parler aux gens. C'est un gars, au premier abord, très, très sympathique. Comme il ne connaissait personne à Perpignan, pour rencontrer du monde, il s'est mis à fréquenter l'église mormone qui l'a accueilli à bras ouverts. C'est là qu'il a rencontré Belguine, Jocelyne, la maman de Karine, et Monica, la voisine. On ne refuse pas les personnes parce que le but, c'est de le faire sentir bien et qu'ils sont en train de choisir quelque chose de bien pour sa vie. Alors tout le monde va vers la personne qui arrive. Il s'intégrait, donc, mais sans se faire trop remarquer, donc toujours gentil, toujours à côté. Alors, bon, vous voulez que je vous donne un coup de main, je peux faire quelque chose, donc il était toujours présent. Dominique Rizet, cette affaire se déroule dans un contexte assez particulier, celui d'une communauté de Mormons qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour. Pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors les Mormons, le mormonisme. Le mormonisme, c'est un mouvement religieux d'inspiration chrétienne qui est né en 1830 aux États-Unis, dont le fondateur s'appelle Joseph Smith. Donc 13 millions d'adeptes dans le monde, 13 millions de Mormons, la moitié aux États-Unis, où l'Église est reconnue mais souvent critiquée. En France, c'est généralement perçu comme un mouvement sectaire, même si, c'est important de le souligner, l'Église mormone n'a jamais figuré dans la liste du rapport parlementaire sur les sectes, rapport de 1995. Alors c'est un mouvement qui fait beaucoup de prosélytisme, de la propagande, et c'est comme ça que Patrick Tissier
va rencontrer un jour dans une rue de Perpignan une belle jeune fille américaine qui vient vers lui et qui lui parle du mormonisme. Bon, lui n'y connaît rien. Finalement, il va accepter de la suivre, de rencontrer ces mormons, et ça va être quelque chose d'important pour lui parce que ça va coller parfaitement. Pourquoi? Parce qu'un bon mormon, c'est quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui a une vie saine, et à l'époque, Tissier, il est comme ça, c'est un sportif. Donc ça lui correspond. Et puis, plus que l'aspect religieux, alors il va se faire baptiser, c'est l'aspect social qu'il aime. Parce que les Mormons, c'est la famille, donc il va se faire tout de suite des amis, il va rencontrer des gens, notamment dans les soirées familiales. Les soirées familiales, ce sont des soirées au cours desquelles des gens font connaissance. Et là-bas, eh bien, il y a beaucoup de femmes seules ou de femmes divorcées qui veulent reconstituer une famille dans le bon sens du terme, qui viennent là pour recréer une famille et pour rencontrer des gens. Et pour lui, c'est important parce qu'il va se faire des amis. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Belleguine, et c'est comme ça qu'il va rencontrer Jocelyne, la maman de Karine. Patrick Tissier est vite devenu un habitué de l'église mormone. Il s'est fait baptiser et il était présent à toutes les soirées de l'église. Il avait un contact particulier avec Belleguine. À 18 ans, Belleguine, qui souffrait d'un handicap moteur, était fragile. Elle avait besoin d'un confident. Il me disait souvent, je suis là comme ton papa un peu, je suis là pour t'aider. Si t'as un souci, je suis là, ne t'en fais pas. Si t'as un petit problème, il vient, tu m'en parles, voilà, je serai toujours présent pour toi, voilà, moi je t'aime beaucoup. Et oui, c'était comme un grand frère. C'est Belleguine qui a présenté Patrick Tissier à Jocelyne et à ses enfants. Et c'est vrai que Jocelyne, souvent elle invitait chez elle à manger, donc après la messe du dimanche. Et comme donc moi j'étais souvent avec Patrick, donc je disais, bon, écoute Jocelyne, moi je suis avec Patrick. Et il disait souvent, venez à la maison. Je lui ai ouvert la porte, on va dire, au bout de 3-4 soirées familiales qu'on a fait. Au bout d'un moment, je prends vite contact avec les gens, je vais dire. Donc je les invite facilement à venir manger à la maison. Voilà, ça c'est mon contact à moi. J'aime les gens, j'aime que les gens soient bien chez moi. Donc à fur et à mesure, ils pouvaient venir quand ils voulaient. Il était devenu quelqu'un de proche, quoi. Un ami proche, une personne qu'on voyait tellement régulièrement qu'il est devenu un peu le tonton, comme je disais, on l'a appelé tonton même à un moment donné, parce que c'était un tonton, quoi. Moi, je me rappelle Karine, il sortait dans ses bras. Elle appelait tonton, tonton, il criait, plein de joie. Et bien nous, vraiment, moi j'étais vraiment contente pour cette famille, parce qu'on voyait que lui, il avait apporté un peu de temps et beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Quand Jocelyne devait travailler, des fois c'est lui qui gardait les enfants. Alors, moi je pense qu'il a trouvé un peu un côté de papa. Sympathique, attentionné, très pieux. En quelques mois, Patrick Tissier a gagné la confiance de tous ceux qu'il a croisés. Mais il y a un sujet sur lequel il est resté très discret. C'est son passé. Quand je lui posais la question, mais comment t'as fait pour venir à Perpignan et tout? J'avais envie de m'éloigner un peu. Donc voilà, moi, la famille un peu, voilà, j'avais envie de m'en éloigner. Donc je suis venue à Perpignan. Donc c'est vrai que moi j'aime bien le sud, le soleil, comme c'est un grand sportif et tout. Voilà, je suis venue à Perpignan au hasard comme ça. Et il n'en disait pas plus. Manifestement, ce Patrick Tissier a deux visages. Pour sa communauté mormone, c'est un homme gentil, attentionné, serviable, adorable avec les enfants. Mais les policiers, eux, savent qu'à ce moment-là, il a ligoté et étranglé, peut-être même violé, une femme, Marie-Josée Gauze. Il est en cavale, sans doute après avoir enlevé une petite fille de 8 ans. Ils n'en ont pas la preuve, jusqu'à ce qu'ils recueillent le témoignage d'un camarade de classe de Karine. Le petit garçon raconte à son instituteur ce qu'il a vu à la sortie de l'étude, le lundi, à 18h. Un homme attendait dans sa voiture, sur le parking, devant l'école. Quand elle l'a vu, Karine a couru vers lui. Elle avait l'air de le connaître. Elle est montée dans la voiture. Le petit garçon décrit l'homme. Il avait une moustache. La voiture, il se souvient qu'elle était de la couleur comme la table, c'est-à-dire beige ou crème.
Tissier avait un véhicule de ce type et on nous décrit bien un personnage qui pouvait lui ressembler. Quand bien même les photos de Tissier, celles que nous disposions à l'époque, n'ont pas été reconnues par ces témoins. Mais néanmoins, ça fait partie de ces aléas des enquêtes, mais qui ne nous empêchent pas d'avoir la certitude ou une forme de conviction que c'était bien Tissier à ce moment-là qui pouvait être le kidnappeur. Patrick Tissier devient le suspect numéro 1 dans l'enlèvement de Karine. Chez les proches de la petite fille, c'est l'incompréhension la plus totale. Dans l'entourage immédiat, Patrick Tissier ne pouvait pas être l'auteur du rapt. Il ne nous est jamais présenté comme étant quelqu'un qui a eu un comportement agressif ou suspect vis-à-vis des gosses. C'était impensable, vraiment impensable que ça pouvait être lui, puisqu'il s'est amusé avec les enfants. On allait à l'hôtel de police. Là, ils ont montré une photo de Patrick Tissier. Et là, j'ai fait, c'est tonton Patrick. Ils m'ont pas expliqué, mais ils m'ont demandé ce que je connaissais de ce bonhomme, s'il avait déjà eu des attouchements avec moi, s'il m'avait fait prendre le bain, J'ai répondu, c'était un gars, quelqu'un qu'on aimait, qui était gentil, qui était important pour ma mère, parce qu'il était plus d'une fois intervenu pour nous aider aussi bien financièrement qu'au niveau de manger, enfin, un peu tout ça. La photo de Tissier est immédiatement diffusée à travers toute la France. Tous les services de police et de gendarmerie le recherchent. Sans résultat. Il faut reconnaître qu'au bout de 4 jours, l'enquête fait du surplace. On a un suspect qu'on ne retrouve pas et les témoignages, pratiquement, plus rien de probant. Les policiers étaient à cran. Et avec eux, c'était 1 minute de temps passé, était vraiment 1 minute perdue. Les motards, ils roulaient même carrément avec la photo de Karine affichée sur la moto, sur les BMW. Il y avait le visage de Karine, un petit visage resplendissant, une petite blonde. Elle était partout. Chaque jour qui passe diminue les chances de retrouver Karine vivante. Au bout d'1 semaine, la maman lance un appel aux ravisseurs. Si c'est une personne que je connais, qu'elle puisse être rendue même ici en pleine nuit à personne. Et que ma petite Karine, elle est tellement fragile. Si t'es là, maman elle t'aime et ton petit frère, il est là avec moi et il m'encourage. J'en prie beaucoup pour toi. Je veux que tu reviennes le plus vite possible, mon petit canard. Je te fais un gros bisou et confiance et on va bientôt te retrouver. Au revoir mon bébé. Madame Brault, ça fait 8 jours que Karine a disparu quand vous êtes saisie officiellement de ce dossier. Et là, vous décidez de diffuser le portrait de Tissier dans la presse. Pourquoi à ce moment-là, pas avant? Et là maintenant, de manière un peu urgente, rapide? Nous avions déjà à cette époque-là des soupçons sur Tissier et on ne voulait absolument pas que la nouvelle soit divulguée. On voulait laisser la chance aux enquêteurs de retrouver Karine vivante si c'était possible. Et on avait passé un deal avec les journalistes et d'ailleurs avec l'AFP qui a tenu sa parole. Mais les journalistes locaux n'ont pas tenu leur parole et 2 jours après que je sois saisie l'information concernant Tissier était sortie dans la presse. Régionale. Régionale. Et là, on a réfléchi avec les policiers, on s'est dit que cette information qui était divulguée désormais, il fallait l'utiliser à notre profit. Et c'est pour ça que nous avons mis en recherche Tissier, mais non pas comme un potentiel accusé, mais comme un témoin numéro 1 dans cette affaire, quelqu'un qui était attaché à la petite fille et qui avait peut-être des informations à donner, parce qu'on voulait laisser ce côté-là privilégié. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'il puisse penser qu'il est recherché pour l'enlèvement de Karine? Vous préférez lui faire croire qu'il est recherché comme témoin, quoi. Tout à fait. Vous pensez qu'elle est encore vivante, donc, à ce moment-là? On se dit qu'il y a une chance sur 1 million qu'elle soit encore vivante, mais que cette chance-là, on ne peut pas l'abandonner et qu'on doit tout mettre en place pour essayer de la retrouver vivante. Nous demandons d'abord à ce témoin de se manifester. Nous avons mis un numéro spécial en place, spécialement pour cette affaire. L'effet est immédiat. Le 21 septembre,
Quelques heures après l'appel lancé par la juge d'instruction, les premiers témoignages tombent. Patrick Tissier serait toujours dans la région. Dès 7 heures du matin, un témoin aperçoit sa voiture à Gigean, dans l'Hérault, près d'une station-service. Un peu plus tard, un autre témoin le voit prendre le chemin de Cournon-Sec, non loin de là. Peu à peu, l'étau se resserre. En fin d'après-midi, les gendarmes réussissent à le localiser. Ils prennent en chasse sa Peugeot beige. Après une course-poursuite d'une dizaine de kilomètres, la voiture est stoppée le long d'une rangée de platanes à l'entrée du village de Paulan. Patrick Tissier se rend sans opposer la moindre résistance. Dans sa voiture, les gendarmes trouvent des armes, des munitions, des vêtements de rechange qui lui ont servi pendant ces 10 jours de cavale. Mais pas de traces de Karine. Les hommes de la police judiciaire de Montpellier arrivent immédiatement à la gendarmerie de Paulan. Ils n'ont pas une seconde à perdre. Quand on récupère Tissier, on est guidé par une seule idée, c'est de récupérer au plus tôt la petite Karine, qui nous dise où elle est, et qu'on puisse aller voir effectivement et la récupérer. Parce qu'elle est peut-être encore vivante, on ne sait pas. Elle a disparu, mais nous on ne sait rien. Donc il faut absolument, et lui seul peut nous dire où elle est, cette petite. Donc on ne le connaît pas, et comment faire? Donc il faut bien à un moment lui poser des questions. Des questions. Toutes leurs questions restent sans réponse. Patrick Tissier est muet. Je me rendais compte que ce ne serait pas une partie gagnée et facile, parce que il était pas prostré, mais il était comme dans une bulle. Il se tenait droit, correctement, mais il n'était pas avachi, abattu, c'est pas ça. Mais on aurait dit qu'il était absent. Que la configuration n'était pas idéale pour engager une discussion, à savoir que bon, c'est dans un bureau, gendarmerie, beaucoup du monde qui va, qui vient. La curiosité fait que tout le monde veut voir l'intéressé, donc les portes qui s'ouvrent à tout moment. Les policiers décident donc d'amener Tissier à Montpellier. Moi, j'étais à l'arrière du véhicule, attaché à lui pour des raisons de sécurité. Mes collègues Guy était à droite et Gilles conduisait le véhicule. Donc moi, j'étais menotté avec lui. Dans la voiture, l'interrogatoire continue. Et en petit comité, Patrick Tissier semble plus à l'aise. Une certaine proximité qui se crée. Donc on va s'instaurer, je dirais, un climat de confiance, favorisé par le fait que dans ce véhicule, à ce moment-là, nous sommes 3 enquêteurs, mais 3 enquêteurs qui se connaissent bien. Mon collègue Guy, qui était à l'avant du véhicule, s'est tourné vers lui et puis lui a dit « De toute façon, tu n'es pas un salaud, tu es un malade. » Peut-être que si tu as fait ça, c'est que tu as des pulsions, vous avez des enfants, c'est pas normal. Ça n'a peut-être pas été pris en compte comme il faut d'un point de vue médical, etc., etc. Donc le positionner un petit peu en tant que victime, quoi. Et là, je voyais qu'il ouvrait ses yeux, qu'il regardait. Donc j'ai compris qu'il y avait une accroche. Donc avec mon pied, je passais mon pied sous son siège à Guy, je lui tapais sous le siège, même sur celui de Gilles, pour leur faire comprendre que c'était bon et qu'il réagissait dans ce sens. Tissier semble sortir de sa bulle, mais il nie toujours toute implication dans la disparition de Karine. Les policiers tentent alors une autre tactique. Ils savent que Tissier est un proche de la fillette et de sa famille. C'est au tonton Patrick qu'ils s'adressent. On discutait avec lui comme si Karine était vivante, en disant moi voilà, ça fait déjà quelques jours, quelques nuits qu'elle n'est pas rentrée à son domicile. Il faut qu'elle rentre chez elle, qu'elle voit sa mère. Elle va passer une nuit encore dehors, elle va avoir froid. Ça va pas, ça. Donc il faut que tu nous amènes, il faut qu'on la ramène chez elle. Tissier semble touché, mais il campe sur ses positions. Ce n'est pas lui. Il n'a rien fait à Karine. Après 1 heure de route, la voiture de la PJ arrive dans la cour de l'hôtel de police de Montpellier.
C'était, je dirais, les derniers instants de ce climat de confidentialité, de confiance qu'on avait créé entre nous quatre. Et là, je me rappellerai toujours, j'étais au volant du véhicule. Au moment où j'allais couper le contact pour éteindre le moteur, le sortir de la voiture pour le remettre au collègue de Perpignan, il me dit « je t'y amène ». Les policiers font immédiatement demi-tour. Patrick Tissier leur dit que Karine est à Fitou, un village dans l'Aude, à 2 heures de route en direction de Perpignan. Le trajet semble interminable. Les policiers n'osent pas poser la question fatidique. Karine est-elle toujours vivante? Il disait « je vais vous amener où aller », quoi. Bon, mais de la façon dont il le disait, on avait compris évidemment que c'était trop tard, quoi. À la sortie du village, Patrick Tissier indique une maison abandonnée sur le bord de la route. Et il n'est pas descendu de la voiture et il nous a dit voilà, dans cette maison il y a un puits. Et j'ai jeté après l'avoir tué, j'ai jeté le corps de Karine dans le puits. C'est le genre de scène et de soirée dont on se rappelle des années après, parce qu'effectivement c'est la nuit, c'est une maison abandonnée, c'est une maison hantée un peu. Vous avez le mise en cause qui est dans le véhicule qui vient de vous amener, vous indiquer l'endroit où il a jeté le corps. On rentre à l'intérieur et là on ne découvre rien sinon que des gravats, la terre nue, des immondices, des matelas, des bouteilles, une scène de désolation. À la lumière de leurs torches, les policiers repèrent un puits, bouché par de vieux cartons. Le temps que les pompiers arrivent, qu'ils mettent en place leur matériel pour descendre dans ce puits qui était d'accès relativement difficile, ça a pris plusieurs heures. Et c'est vrai que l'atmosphère était très lourde pendant tout ce temps-là, quoi, évidemment. Prévenus, les journalistes arrivent, eux aussi, sur place. C'est une scène hitchcockienne, une ambiance qui est tellement pesante qu'elle en est indescriptible. C'est une fourmilière en fait à ce moment-là. Tout le monde court, bouge dans tous les sens, et d'un autre côté on a l'impression d'un immense silence, d'un silence de mort en fait, qui est énormément pesant. Il y a tout à la fois. Et il y a aussi dans un coin la petite fourgonnette de l'Institut médico-légal. Donc tout ça est mêlé à tous ces sentiments qu'on a eus cette semaine de recherche. J'ai le souvenir d'un pompier qui va descendre donc, dans ce puits, qui va me faire passer l'information comme quoi le puits est totalement obstrué par des gravats, et on va commencer le déblaiement donc, de ces gravats. Là, c'était retour sur l'enfer. Et après, quand ils ont commencé à sortir une chaussure neuve, ils ont commencé à sortir un cartable tout neuf. Ça faisait que quelques jours que cet enfant venait d'avoir un cartable pour la rentrée scolaire. C'était quelque chose d'horrible. J'entends encore le pompier me dire il y a un matelas, et c'est au moment donc, où il va soulever le matelas et le faire remonter qu'une odeur abominable va se dégager, et que manifestement il va commencer à apercevoir le corps d'un enfant. Et là apparaît un corps recroquevillé en chef de fusil, en position quasiment fœtale, et on voit là qu'il s'agit de Karine, d'un enfant. Dans 35 ans, des cadavres, j'en ai vu, mais vraiment, personnellement, ça m'avait beaucoup marqué. Cette gamine étendue
sur un drap en train d'être examiné, c'est une vision très franchement d'horreur, quoi. En plus de cela, les circonstances du lieu de découverte, les circonstances dans lesquelles on a compris qui était l'auteur, un intime, un proche de la famille, quelqu'un pour lequel Karine avait toute confiance, ça rajoute à l'horreur. C'est le démon en personne pour nous, c'est le démon et on n'a pas pu l'arrêter plus tôt. Dominique Rizet, que donnent les constatations médico-légales, les premières qui sont réalisées sur les lieux mêmes de la découverte du corps? Alors c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours un médecin légiste sur place, mais là en l'occurrence l'affaire a été tellement médiatisée, on retrouve Karine, 8 ans, qui a disparu, donc il y a un légiste qui va venir et qui est à l'endroit où on remonte le corps du puits, le corps de la petite fille. Il va faire d'abord des observations visuelles et établir tout de suite que la mort remonte à 8-10 jours, c'est-à-dire elle est immédiatement consécutive à la disparition de la petite fille. Elle porte son gilet noir, un t-shirt blanc, sa petite robe bleue, pas d'autres vêtements, sa robe est légèrement relevée, et Karine a été frappée. Le légiste dit contusion au visage. Karine a été maintenue par son tortionnaire. Elle a des ecchymoses sur les bras. Karine a tenté de lui échapper ou de le frapper. Les 2 poignets de la fillette sont distendus. Karine a été abusée sexuellement, atrocement. Certaines de ces lésions traumatiques sont post-mortem, dit le légiste. Karine est morte par strangulation ou alors elle est morte étouffée sous le poids de son agresseur pendant qu'il la violait. Ça donne envie de vomir, Christophe. Celui qui a fait ça, c'est un monstre. À minuit 15, le corps de Karine est emmené à l'Institut médico-légal. Patrick Tissier arrive dans les locaux de la PJ de Perpignan. Dans la nuit, il va tout raconter aux policiers. D'abord l'agression de Marie-Josée Gauze, ensuite l'enlèvement, le viol et le meurtre de Karine. Tout ça s'est fait dans la nuit même. L'interrogatoire a dû commencer à minuit et se terminer à 4 heures du matin. Et c'est vrai que c'était très difficile de garder son calme et son sang-froid devant de telles déclarations. Patrick Tissier explique qu'après l'agression de Marie-Josée le vendredi soir, il est resté caché dans les faubourgs de Perpignan. Il se doutait que la police le recherchait, il ne savait pas où aller et il a senti monter des pulsions sexuelles. Puis, au bout de 2 jours de planque, le lundi 13 septembre vers 15 h, Tissier a pensé à Karine. Il raconte aux policiers qu'il a eu soudain envie de la petite fille. Il savait où la trouver. Il connaissait ses horaires. Alors, à 17 h, après la classe, Tissier s'est garé devant la grille et il a attendu Karine. Il a vu Cédric sortir seul, accompagné de Monica, la voisine. Karine n'était pas avec eux. Tissier a décidé de l'attendre, jusqu'à ce que vers 18 h, elle sorte enfin. Elle va vers lui sans méfiance, elle le connaît bien, il vient à la maison, enfin c'est un ami de la famille. Et il lui dit, je vais te raccompagner à la maison, viens. Donc elle monte dans la voiture sans problème. On ne pouvait pas avoir de méfiance envers ce bonhomme. On ne pouvait pas dire que c'était un méchant et avoir peur. Non, maman m'a interdit de partir à les inconnus, mais c'était pas un inconnu. Tissier explique à la petite fille qu'il la ramène à la maison, mais qu'ils vont passer par un nouveau chemin pour éviter de rouler sur des bouteilles cassées. Au carrefour, au lieu de prendre la direction de la maison de Karine, Tissier tourne à droite. Il gare la voiture le long d'une série d'entrepôts. Il connaît bien l'endroit. Il sait qu'ici, à cette heure-ci, il n'y a jamais personne. Il est 18 h passées. La petite fille n'a pas de raison de s'inquiéter. De la voiture, elle peut même voir la fenêtre de sa maison. Elle croit encore que tonton Patrick va la ramener chez elle. Dans la voiture, il lui dit « Attends, on va faire un jeu. Je te mets les menottes. » Il dit que la petite n'a pas beaucoup réagi, qu'il ne l'a pas frappée, on peut en douter. Et ensuite,
il l'a bâillonné, il lui a mis une cagoule sur la tête. Alors là, il dit toujours que la petite n'a pas réagi. Difficile de le croire. N'empêche qu'il la force à se mettre sur le plancher du véhicule. Et puis, Tissier redémarre, s'éloigne de la maison de Karine. Il sort de Perpignan et prend la nationale en direction de Narbonne. Pendant la route, elle essaye de se relever plusieurs fois et il la contraint à rester sur le plancher. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, juste avant l'entrée du village de Fitou, Patrick Tissier tourne à gauche et s'approche d'une bâtisse abandonnée. Il connaît l'endroit, il avait déjà repéré la maison, il s'arrête derrière un bosquet d'arbres. Il fait sortir la petite, il la débâillonne et il abuse d'elle sur le siège de la voiture. Après, dit-il, qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. C'est là qu'il décide de l'étrangler. Karine morte, Tissier la porte dans la maison abandonnée et la jette dans le puits. Ensuite, après avoir pris le soin de recouvrir son corps de détritus, il ferme la porte et reprend la route de Montpellier. Il a vraiment raconté ça comme un spectateur, comme s'il revivait la scène. On racontait ça avec une sinistre froideur. Il était là, impassible, répondant tout juste aux questions, mais quand il a fallu décrire les scènes les plus terribles de son acte, il n'a pas eu besoin de questions, il a raconté d'un bout à l'autre tout ce qu'il avait fait. Daniel Brault, vous voyez Tissier le lendemain de ses aveux dans votre cabinet. Comment est-ce que ça se passe ? C'est un interrogatoire qui est terrible parce que entendre le récit du calvaire de la petite fille, c'est quelque chose d'épouvantable. Entendre le récit de ce qu'a vécu Marie-Josée Gauze, c'est aussi quelque chose d'épouvantable. Et comme souvent dans les cas de personnalité perverse, on se trouve avec un individu qui nous raconte ces événements de façon tout à fait linéaire, froide, comme s'il s'agissait d'événements tout à fait banaux. Et c'est très difficile. Même quand on est une juge d'instruction aguerrie, finalement. Oui, on reste toujours un être humain, qu'on soit aguerri ou qu'on ne soit pas aguerri. Et la parade qu'on a, c'est de rester quelqu'un d'assez froid, qui essaie de ne pas visualiser les scènes pour justement garder la même froideur que celui qui est en face de nous. Et donc ça permet en général à ce premier interrogatoire de se passer relativement bien. Quand vous dites qu'il rentre dans les détails, ça veut dire qu'il va jusqu'où ? C'est-à-dire qu'il va sur les détails de ce qu'il impose à la petite fille, par exemple. Et ça va être beaucoup plus net au cours du second interrogatoire qu'au cours du premier interrogatoire. Parce que second interrogatoire, il faut mettre l'individu en face des contradictions qui sont apparues lors du premier interrogatoire, puisque bon, il essaie quand même de minimiser sa responsabilité et l'horreur des faits. Et au cours du second interrogatoire, pour poser des questions précises, on est obligé de visualiser les scènes. Et visualiser les scènes, il est très difficile de rester totalement impassible lorsqu'on parle de la mort d'un enfant et des violences qui ont été subies par un enfant. Et ça, Tissier le réalise très très bien. C'est-à-dire qu'il voit que vous êtes ému. Il voit que je suis émue. Il voit que vous êtes en train de visualiser les scènes dans votre tête. Et il en tire du plaisir. Comment est-ce que vous faites le lien avec la disparition de Concheta Lema? Parce qu'à ce point-là, il a avoué le meurtre de Karine, il a avoué la tentative de meurtre contre Marie-Josée Gauze, mais rien ne le relie à la disparition de Concheta Lema.
elle habitait sur le même palier que lui, dans le même immeuble que lui. Donc ça crée déjà un point d'interrogation. Même si ça pouvait être le fruit du hasard, ça paraissait quand même assez étrange. La deuxième chose, c'est que lorsque Tissier a été interpellé, on avait trouvé sur lui un petit papier, un minuscule petit papier qui était découpé en petits morceaux. Et sur ce papier, il y avait un plan à travers la ville de Montpellier. Alors ce papier ne passait pas exactement à l'endroit où se trouvait garée la voiture de Concheta Lema, mais dans ce quartier-là. Donc on faisait un lien, mais qui était aussi un lien assez arbitraire. Donc vous pensez qu'il a pu s'en prendre à Concheta Lema? À partir de ce point-là, je commence à être convaincu qu'il s'en est pris à Concheta Lema. Compte tenu du profil? Compte tenu de son profil. Patrick Tissier est un récidiviste, et pas n'importe quel récidiviste. Il a déjà violé, il a déjà tué, il a déjà fait de la prison. À 42 ans, Patrick Tissier a un casier judiciaire très chargé. C'est à Bourges, dans la maison familiale, dès l'adolescence, qu'il commet ses premières agressions. À 13 ans, il enferme sa sœur dans une chambre pour essayer de la violer. Elle parvient à le raisonner. 3 ans plus tard, il s'en prend à sa belle-mère. À 2 reprises, il l'agresse alors qu'elle est dans sa salle de bain. À chaque fois, le scénario est identique. Patrick lui saute dessus, la déshabille, tente de la forcer à une relation sexuelle tout en l'étranglant et en la frappant à la tête. La belle-mère porte plainte. Une enquête de la DAS est ouverte. Patrick est suivi par un juge des enfants, mais il est maintenu dans sa famille. À tout juste 16 ans, il vient de montrer qu'il assimile violence et sexualité, une confusion qui le poursuivra toute sa vie. Il nous expliquait par exemple qu'il ne pouvait arriver à l'orgasme, même avec une partenaire consentante, que s'il s'imaginait qu'il était en train d'agresser, de violenter ou voire de tuer cette partenaire. Hein. Et bon, il nous raconte ça, là aussi, sans aucune retenue, sans aucune culpabilité. Et puis il nous dit, mais de toute façon, ça c'est un fantasme que tous les hommes ont. Patrick Tissier va renoncer à ses fantasmes pendant un temps. À sa majorité, tout semble être rentré dans l'ordre. Il a un travail, il vient d'être embauché comme pompiste dans une station-service de Bourges. Dans une soirée, il a rencontré Marie-Françoise. Elle a 16 ans, elle est apprentie coiffeuse. Ils sortent ensemble pendant 1 an. Pour tous leurs proches, Patrick et Marie-Françoise forment un parfait petit couple. Printemps 71. Patrick doit faire son service militaire. Juste avant de partir, il emmène sa fiancée au bal du 1er mai. Les 2 amoureux passent la soirée à danser, puis ils vont se promener au bord de la rivière. Ce soir-là, Patrick se montre plus pressant que d'habitude. Mais Marie-Françoise se refuse à lui. Alors il devient violent. La jeune fille panique, alors il l'étrangle. Une fois Marie-Françoise morte, Patrick la déshabille, puis la viole. Ensuite, il traîne son corps jusqu'à la rivière, le fait glisser dans l'eau et prend la fuite. Dès le lendemain, le cadavre est découvert par des promeneurs. Très vite, Patrick est soupçonné. 2 jours après son crime, il est arrêté dans l'hôtel où il se cachait, en plein centre de Bourges. Au moment de son arrestation, Patrick, effondré, avoue immédiatement son crime. Dans ce premier crime, il y a les ingrédients de la perversité et de la perversion. Hein, il y a l'imposition d'une relation sexuelle, il y a la violence accouplée, il y a le meurtre. À la limite, vous avez des gens qui violent, mais je dirais qu'ils utilisent simplement la violence nécessaire pour parvenir à leur fin. Lui, il va jusqu'à la mort de sa victime. Hein, c'est quand même autre chose. Pour le viol et le meurtre de sa fiancée, Patrick Tissier est condamné le 25 avril 72 à 20 ans de prison. Dominique Rizet, avec cette première condamnation de Patrick Tissier à 20 ans de prison,
son destin criminel ne fait en fait que commencer. C'est le moins qu'on puisse dire, Christophe. En fait, il entre en prison en 1972 à Bourges, et là, c'est un agneau. C'est le détenu modèle. Il bluffe tout le monde. Il est obéissant, il est docile. Et c'est vrai que les experts ont dit de lui qu'il ne présentait pas un état dangereux. Donc, puisqu'il se tient si bien, ça va aller vite. Ça va aller vite. Les réductions de peine tombent automatiquement. Elles pleuvent même. Pour lui, c'est le jackpot. Écoutez, il entre en 72, première année, il a déjà 3 mois de remise de peine. En 73, on lui enlève 4 mois de prison. Pour la seule année 74, on lui en retire 7 mois de moins. 3 mois de moins en 75, 5 mois en 76. À ce rythme-là, on comprend que les 20 années de prison, elles vont fondre comme neige au soleil, ça va aller très très vite. En 82, ça fait 10 ans qu'il est en prison, il a déjà des permissions de sortie. Ça s'est bien passé 5 fois, et lors de sa 6e permission de sortie, et là ça bascule, il est rattrapé par ses vieux démons. Et dans les rues de Toulouse, il remarque une femme qui est en train de manger entre midi et 2 dans sa voiture, une secrétaire. Il monte à côté d'elle, il s'est acheté un pistolet à grenaille, il la menace, il l'oblige à conduire sa voiture en dehors de la ville, il la viole. Ensuite, évidemment, il la relâche, mais il est obligé de se mettre en cavale, il ne peut pas réintégrer la prison. Il commet une autre tentative de viol, sa victime va réussir à s'échapper, il lui vole son sac, et sa cavale va durer 4 mois. Sa cavale se termine à Nice, il va prendre 20 ans pour le viol de Toulouse, l'autre tentative de viol, les divers vols qu'il a commis. Et l'évasion. Et l'évasion, mais là les experts vont dire que cette fois-ci sa dangerosité reste permanente et qu'il paraît difficilement curable ou réadaptable. Il va en prison, 82, et encore une fois, il va se tenir comme il faut en prison. Et là, il va bénéficier de remise de peine. Il ne fera que 10 ans, même si 10 ans c'est de la prison, mais il ne fera que 10 ans sur les 20 ans auxquels il a été condamné. Et on le retrouve le 4 janvier 1992, il est à Perpignan. Voilà ce que savait déjà la police, puis que viennent d'apprendre les amis de Tissier. Imaginez le choc pour tous ces gens-là, tous ces gens de Perpignan. Et le fou, il a la douche froide qui me tombe comme ça, quoi. Et quand j'apprends un peu son passé, c'est un peu difficile. Et vous vous dites, je sais pas, vous êtes un peu là perdu, vous vous dites, je suis dans un autre monde, c'est pas possible, je vais me réveiller. Non, on n'arrive pas à croire, Je voyais pas le mal, j'ai jamais vu le mal vis-à-vis de cet homme, puisqu'il était gentil avec nous, il nous ramenait à manger quand il voulait venir manger avec nous le soir. Pour moi, c'était une personne normale. Quand on est capable de faire ce qu'il a fait, je ne sais pas comment il a fait pour tout ce temps être comme si c'était un être normal et gentil. Alors que c'est ni un être, c'est ni un humain, et le mot monstre, c'est bien fait pour décrire la personne qu'il est. Le 25 septembre 1993 ont lieu les obsèques de Karine. Quelques heures après l'enterrement, la colère prend le dessus. Près de 2000 personnes défilent spontanément dans les rues de Perpignan. Il y avait beaucoup de cris de haine et de cris de rétablissement à la peine de mort, comme à chaque fois où malheureusement un enfant disparaît entre les mains d'un bourreau. Donc, et là, Tissier est un bourreau au vrai sens du terme. Dans cette ambiance très tendue, les avocats ne se bousculent pas pour défendre le tueur d'enfants. Sur la liste des avocats commis d'office, plusieurs se désistent. Pour eux aussi, la pression est très forte. C'est une période à laquelle nous allons recevoir des menaces de mort, des lettres et des courriers promettant à l'avocat un sort égal à celui de Patrick Tissier, à savoir la mort. Donc il y a une pression
au niveau de la société, il y a une pression au niveau de la personne, il y a une pression au niveau de la famille qui va être extrêmement importante et difficile à vivre, effectivement. Daniel Brault, vous allez rencontrer souvent Tissier pour l'affaire Carine, pour l'agression de Marie-Josée Gauze, et aussi pour élucider le mystère de Concheta Lema. Et vous allez préparer vos rencontres, vous allez être briefé en quelque sorte par un psychologue. C'est rare, ça. Oui, parce qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais du mal à maîtriser mon émotivité sur des faits qui étaient des faits aussi graves, que je sentais qu'il était indispensable que j'ai le dessus sur lui, et avoir le dessus sur une personnalité perverse, c'est très difficile, parce qu'on n'arrivera jamais à être plus pervers que le pervers. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on nous demande. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je connaisse la personnalité du pervers et savoir comment il fallait agir avec lui. Donc c'est pour ça que je me suis fait briefer par un psychiatre. La relation bizarre que vous avez avec Tissier se poursuit même en son absence, parce qu'il vous écrit beaucoup. Ah oui, il m'écrivait quasiment tous les jours. Pendant 3 ans, il m'a écrit quasiment tous les jours. Et dans ses lettres, sa perversion, son côté manipulateur apparaît aussi? Ah, tout à fait. Tout à fait, en donnant 50 versions, en entrant à nouveau dans les détails des faits qu'il avait commis, des détails inventés, en se déclarant amoureux de moi, donc en essayant de... Il dit cela? Ah, il dit cela, oui. Qu'il ressent quelque chose pour vous? Tout à fait. Et vous savez que c'est pour vous déstabiliser? Ah, tout à fait. Je sais que de toute façon, ce bonhomme, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire du mal et de jouir du mal qu'il fait. C'est la définition qu'on donne du pervers. Concernant Concheta Lema, Tissier va finir par vous parler, vous donner un indice. Ça se passe comment, ça? Alors, il me demande de venir le voir en prison et il me dit qu'il a quelque chose à m'annoncer. Je vais le voir en prison, mais je ne vais pas le voir seul. C'est-à-dire que je convoque son avocat. On fait un véritable interrogatoire en prison de juge d'instruction. Donc, dans son monde à lui, montrer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et là, ce qu'il va m'annoncer, c'est qu'il veut me parler, enfin détourner totalement le sujet, il veut me parler de ce dont il est victime en prison, du chocolat qu'il a pas à son petit déjeuner, ou de la façon dont lui parlent les surveillants en prison. Il se fiche de vous, là. Totalement. C'est-à-dire que ou bien ça marche, ou bien ça ne marche pas. Moi, je lui dis que s'il ne me donne rien de concret, de toute façon, je m'en vais. Il écrit au procureur, il me faut quelque chose de concret. Donc, je veux une phrase concrète sur quelque chose qu'il a à m'annoncer, où on arrête tout de suite. Et c'est là qu'il me dit, j'ai tué Concheta Lema. Et qu'il me dit qu'il l'a étranglé et qu'il s'est débarrassé du corps et qu'il nous emmènera à l'endroit où il a laissé le corps. Donc après, je laisse s'expliquer sur ce qui lui est arrivé en prison. Tissier vient de reconnaître un deuxième meurtre, celui de Concheta Lema. Et il est urgent de retrouver son corps au cas où il se rétracterait. Patrick Tissier, en reconnaissant ce crime, vient de reprendre l'avantage. Tant qu'ils n'ont pas retrouvé le corps, le juge, les avocats, les policiers ont besoin de lui. Du fond de sa cellule, il peut montrer toute l'étendue de sa personnalité manipulatrice. Dans une première version, il raconte qu'il a découpé le corps de Concheta et qu'il a dispersé les morceaux. Lorsqu'il expliquait les faits, il le faisait avec un tel luxe de détails chaque fois que ça paraissait évident. Et qu'on se disait avec le juge d'instruction, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est produit. Alors, l'une des premières explications qu'il nous a données, c'est que, après l'avoir tué, donc, il l'a découpé en plusieurs morceaux dans sa baignoire. Et il nous a expliqué avec force détail qu'il était allé acheter une scie auprès du magasin Auchan, qu'il était allé acheter des sacs plastiques, tout un ensemble de détails qui rendaient tout à fait possible l'explication qu'il nous servait. Il avait versé également, je crois, de l'ammoniac dans l'appartement pour cacher les odeurs de sang quand il découpait dans le cadavre. Chaque fois qu'il nous racontait ça, on se serait vraiment cru dans la scène. Et même à un moment donné, il nous a dit qu'il avait découpé des steaks avec la cuisse de Concheta pour les faire manger à quelqu'un. Je crois que Tissier est un homme qui ménage ses effets. Il est à tel point pervers qu'il crée des effets. Et donc plus c'est horrible, plus c'est inimaginable, et mieux c'est avec lui. Patrick Tissier contrôle la situation.
il va orienter l'enquête vers l'étang de la Palme, à côté de Fitou. C'est ici qu'il affirme avoir jeté les jambes et le torse de sa voisine. 2 ans après les faits, les chances de retrouver le corps de Concheta dans l'eau sont minces. Mais la magistrate doit tout de même vérifier. L'étang est vaste, d'énormes moyens sont mis en œuvre. Nous avons fait venir l'hélicoptère, on a survolé l'étang, on a fait venir les pompiers avec leur tenue scaphandrier, on a sondé tout l'étang et on n'a rien trouvé. Il s'amusait toujours avec son petit rictus. Il nous a dit, bon, c'est vrai, je vous ai dit une bêtise. Les fouilles se dirigent alors vers un terrain en périphérie de Perpignan où Tissier dit avoir enterré la tête et les bras de Concheta. Et quand les policiers arrivent sur place, une surprise de taille les attend. C'était un endroit où il y avait eu 2000 mètres cubes de gravats. C'est-à-dire qu'il y avait eu la patinoire de Perpignan qui s'était écroulée et tous les gravats avaient été déposés à cet endroit-là. Alors 2000 mètres cubes de gravats, ça faisait énorme. Les policiers font établir un devis pour déplacer le remblai. La somme est astronomique et de toute façon, ils sont persuadés que Tissier ment à nouveau. Patrick Tissier faisait des sorties. Il était en voiture accompagné de Madame Brault et de moi-même et nous nous sommes promenés dans le département dans de nombreux endroits à la recherche des morceaux du cadavre de Concheta Lema. Il est en prison, il a commis un acte grave, il sait qu'il ne va pas en sortir. Qu'est-ce qui lui reste encore comme possibilité, avec les quelques gens de l'extérieur qu'il rencontre, d'avoir cette puissance, d'avoir cette domination? Eh ben, c'est effectivement de raconter et de changer les versions, comme une espèce de moyen de pression. Hein. J'ai le pouvoir sur le magistrat, puisque j'ai le pouvoir de parler et de ne pas parler. Bon, et c'est d'autant plus un pouvoir sans risque que, quoi que je dise, ça ne changera pas grand-chose à mon sort. Tissier s'amuse et déstabilise tous ses interlocuteurs, jusqu'à son propre avocat. C'était une relation tout à fait particulière que j'ai eue avec lui, et qui parfois, je le concède, était inquiétante. C'est quelqu'un qui, lors des entretiens que nous avions, posait des questions. Et arrivé d'ailleurs à me poser des questions sur ma propre personnalité, sur ma propre vie intime d'homme, de père. Et c'était donc des rencontres qui parfois étaient déstabilisantes parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de situation où c'est nous qui sommes questionnés. Daniel Brault, c'est quand même frappant cette relation entre lui et vous et son positionnement à lui. Ça fait quand même beaucoup penser au silence des agneaux, tout ça. Oui, d'ailleurs, il y a des tas de moments qui font penser au silence des agneaux. D'ailleurs, plus tard, Marie-Josée Gauze m'a expliqué qu'il avait lu Le silence des agneaux. Et je me souviens, parce que dans Le silence des agneaux, il y a 2 scènes qui sont atroces. La scène où il y a un bonhomme qui se fait manger la joue et la scène où, avec un stylo, il fait des choses épouvantables. Et je me souviens d'un interrogatoire où Tissier me demande un stylo. Et d'un autre interrogatoire où il demande à me parler à l'oreille. Et alors après, avec le courrier qui va bien avec, Madame Brault, ce n'est pas comme vous avez pu vous l'imaginer pour vous manger l'oreille que je demandais à vous parler à l'oreille. Vous le ressentez à l'époque, ça? C'est-à-dire vous identifiez le parallèle qu'on peut faire avec Le silence des agneaux ou pas? Non, j'ai fait un parallèle bien plus atroce. Parce que c'est vrai que quand on se trouve confronté à un être comme ça, on se pose la question de notre propre humanité. On se dit, mais ce bonhomme appartient à la même espèce humaine que moi. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il est humain? Et quelle est notre dimension d'être humain? Le 13 septembre 1996, Patrick Tissier est à nouveau extrait de sa cellule. Il veut faire des révélations. Le corps de Concheta serait en réalité caché dans un souterrain qui date des Templiers. Cette énième version laisse tout le monde perplexe. C'est vrai qu'on était assez sceptiques, on s'est dit qu'est-ce qui va encore nous sortir de sa boîte, son chapeau là, Patrick Tissier, mais on s'est dit pourquoi pas. Très sincèrement,
Lorsque nous commençons à faire les repérages de ce tunnel, de ce canal, de cet ouvrage extrêmement particulier, aussi bien Madame Brault que les enquêteurs que moi-même sommes persuadés que finalement nous n'allons pas trouvé davantage de Concheta Lema ici que nous n'avions trouvé dans l'étang. Dans le bureau de la juge d'instruction, Patrick Tissier, une fois de plus, se montre très précis dans ses descriptions. Il raconte qu'après avoir étranglé Concheta, il l'a ligotée, l'a roulée dans son rideau de douche et qu'il a transporté le cadavre. Dans un endroit très isolé, au milieu des vignes de Canoës, un village à la sortie de Perpignan. Une fois sur place, il a traîné le corps jusqu'à un puits qui sert d'aération à un souterrain, 14 mètres plus bas. Il y a jeté le cadavre. Ensuite, il est descendu dans le souterrain, utilisant une autre entrée. Il a longé le tunnel dans l'obscurité et il a récupéré le corps, qu'il a traîné sur plusieurs centaines de mètres, s'enfonçant toujours plus profondément sous terre. Trois jours après ses aveux, Patrick Tissier est emmené sur les lieux. Policiers, avocats et magistrats sont présents. Tissier est ravi. C'est lui qui fait la visite. Et là, on avance de ce tunnel. Mais bien sûr, ça lâchait Tissier parce que lui connaissait très bien ces lieux. Nous, on ne les connaissait pas du tout. Et ce tunnel, on ne savait pas où ça menait. On s'est dit, si il nous amène quelque part, il va nous arriver quelque chose. C'est un piège, Patrick Tissier, c'est pas possible. Il a choisi l'endroit le plus sinistre possible, surtout quand on y va en fin de journée, un jour d'hiver. Donc avec l'environnement, la nature toute sèche, hostile, c'est avec des ombres noires partout. Voilà, et puis aller au plus profond toujours, parce que plus ça va, enfin pas plus ça va, mais avec lui, il enterre toujours quand même très 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 profond. Après 20 minutes de marche, le petit groupe s'arrête. Patrick Tissier désigne une voûte. C'est ici qu'est caché le corps. Tissier est arrivé ici, il est monté sur le perron, et il a commencé à creuser toute la terre sablonneuse qui se trouvait au-dessus de la voûte. Et à partir de là, nous avons commencé donc à trouver le corps de Concheta Lema. Et nous avons retrouvé donc, le corps entier, c'est-à-dire tous les ossements de Concheta, encore attachés avec le fil électrique et le rideau de douche. Plus de 3 ans après sa mort, le corps de Concheta est identifié grâce à ses empreintes dentaires. Cette fois-ci, Patrick Tissier n'a pas menti. Il reconnaîtra par la suite qu'il a utilisé la carte de crédit de Concheta après l'avoir tuée pour faire croire qu'elle était en fuite. Qu'il a déplacé sa voiture pour les mêmes raisons et aidé les filles de sa victime à rechercher leur mère pour éloigner les soupçons. Daniel Brault, au final, pourquoi est-ce que Tissier a tué Concheta Lema? Vous le savez? Non, je ne le sais pas. Je ne peux que l'imaginer. Je peux que l'imaginer à partir de toutes les histoires de Tissier. Donc il a tué Concheta Lema comme un prédateur qui s'en prend juste à une victime de plus, quoi. Tout à fait. Enfin, pour moi, je le vois, je peux le voir que comme ça. D'ailleurs, le prédateur, il est apparu, il apparaissait même dans les interrogatoires, parce que là, j'ai parlé de la relation d'emprise qu'il y avait, mais il pouvait apparaître très différent suivant les interrogatoires. Il y avait des interrogatoires où il apparaissait un petit bonhomme totalement inoffensif, et d'autres interrogatoires où alors il avait tous les muscles tendus, et on avait l'impression que ce n'était plus le même personnage, il avait doublé de volume. Et Tissier, je le voyais vraiment comme ce prédateur capable de se transformer pour
obtenir les attentions de sa victime pour mieux bondir sur elle. Est-ce que vous pensez que Tissier a avoué tous ses crimes? Je suis convaincue que Tissier n'a pas avoué tous ses crimes. Parce que lorsque vous regardez là encore le parcours de Tissier, lorsque Tissier a une permission de sortie en 1982, après l'assassinat de sa fiancée, il sort le 15 décembre 1982, le 22 et le 23 décembre, il va violer 2 femmes. Là, il sort en janvier 1992 de prison. Le 6 août, Concheta Lema est tuée. Le 9 septembre ou le 10 septembre, c'est Marie-Josée Gauze qui passait. Et le 13 septembre, c'est la petite Karine. On ne peut pas imaginer que ce type-là soit resté inoffensif pendant 1 an et demi. Ça me paraît impossible. Le procès de Patrick Tissier s'est ouvert ce matin dans une atmosphère très lourde à Perpignan. 26 janvier 1998. Après 5 années d'instruction, Patrick Tissier est comparé pour la 3e fois de sa vie devant une cour d'assises. Toutes ses victimes sont là. Marie-Josée Gauze, la miraculée, Jocelyne, la maman de Karine, et les filles de Concheta Lema, la voisine de palier. Autour du palais, les gens se pressent. Tout le monde veut voir celui qui a fait trembler la région, l'étrangleur, le monstre. Devant une salle comble, Patrick Tissier fait son entrée, calme, rasé, habillé de blanc. Et ce qui frappe immédiatement, c'est le côté quelconque du criminel. Il n'y a, en apparence seulement, aucune agressivité palpable chez Patrick Tissier. Et je me rappelle, j'accompagnais la famille de Concheta Lema, et lorsque Tissier est rentré dans le box, le frère à Concheta Lema m'a dit « mais il paraît normal ». Pour ceux qui l'ont connu, l'ont accueilli, lui ont fait confiance, la confrontation est terrible. Savoir qu'on va là pour voir l'assassin de son enfant, que c'est quelqu'un qu'on connaît, que c'était un ami. J'avais envie, là, de me lever là devant tout le monde et de lui dire mais pourquoi, mais tu n'es qu'un monstre. Comment t'as pu? J'avais envie de lui dire ça. Mais bon, j'ai pas pu. Le procès Marie-Josée Gauze, c'est le moment pour vous de le revoir pour la première fois? Oh oui. Dans le box? C'est très dur. Lui, il était bien, présentait bien, lui, ça c'est... Mais jamais un regard vers nous. Et vous? Vous le regardez? J'avais du mal à le regarder. Vous savez, bon, déjà, le tribunal, il y a une pression. Moi, j'étais très très mal. Personne ne voulait que j'assiste au procès. Au procès. On m'avait même enregistré le passage où je devais parler à la barre bien avant parce qu'aucun docteur voulait que j'assiste à ce procès. Vous y êtes allé quand même. Vous êtes évanoui à un moment? Le premier jour. Le premier jour. Bon, depuis, je fais un asthme nerveux, alors rien que de voir tout ça, bien sûr, j'ai fait une très grosse crise d'asthme, prête à partir à l'hôpital en oxygène. Bon, je me suis ressaisie parce que bon, j'avais accepté. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Alors moi, j'attendais surtout qu'on l'arrête, mais qu'il ne ressorte jamais de prison. Parce que le jour qu'il ressortira, il va recommencer. Tissier, le monstre, l'être dénué de tout sentiment et de toute morale, la tâche est rude pour ses avocats. C'était la gageure de la défense de démontrer qu'on n'avait pas affaire à un monstre, mais à un être humain qui avait des sentiments, qui avait connu des souffrances et qui n'était pas différent des personnes qui se trouvaient dans la salle et qui avait cette humanité en lui. Tissier raconte son enfance. Une enfance difficile entre un père violent qui fait régner la terreur et une mère volage qui l'abandonne à 9 ans. Sur les 6 enfants du couple, les 3 plus jeunes restent avec leur père. Lionel, qui se suicidera, Viviane, qui sera placée à 16 ans, et Patrick, le cadet, qui reste seul, à la maison.
Et à ce moment-là, Patrick Tissier dit « Mais si on m'avait placé à ce moment-là, si on m'avait écarté de ma famille, peut-être que je n'aurais pas commis tous ces faits-là. » Et la question, elle reste posée et elle est fondamentale et elle est intéressante. C'est de dire qu'il y a peut-être eu à un moment donné des mécanismes qui n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû fonctionner. Pour Tissier, parler de son enfance est une délivrance. Il se montre même très ému lorsque sa sœur Viviane vient témoigner. Sans jamais chercher à excuser son frère, elle raconte à la cour la violence et les sévices dont ils ont été victimes. Bouleversé, Patrick Tissier verse une larme. Il pense pouvoir faire croire à la terre entière que c'est la faute à ses parents, à sa famille et à la société et à l'humanité, encore une fois. Honnêtement, l'enfance de Tissier, telle qu'il nous l'a relatée, alors peut-être qu'il y a eu d'autres événements dont il n'a pas parlé, parce qu'il les avait oubliés ou parce qu'il n'a pas souhaité en parler, j'en sais rien. Mais l'enfance de Tissier, si vous voulez, n'explique pas en elle-même cette dérive. 2 jours plus tard, la pression monte d'un cran quand sont abordés le viol et le meurtre de Karine. Dans la salle, c'est l'effroi. Patrick Tissier répond aux questions sans hésitation. Il détaille le calvaire de la petite fille sans manifester la moindre émotion. La maman de Karine a fait un malaise, la salle a été évacuée, sur l'autopsie ils sont sortis aussi, et puis le président faisait en sorte d'entrecouper énormément l'interrogatoire de Tissier sur les faits parce que c'était insoutenable. Au tribunal, j'ai pas pu rester parce que j'ai entendu tellement de... Enfin, je voulais pas non plus entendre ce qu'il lui avait vraiment fait, quoi. Non, parce qu'elle a vraiment trop souffert, et ça, je peux pas. Lorsque l'avocat général lui demande d'expliquer ses gestes, sa réponse plonge une fois de plus la salle dans l'horreur. L'envie de violer et tuer lui prend comme ça. Pour lui, dit-il, c'est somme toute assez banal. Pour lui, il n'avait rien fait de mal, quoi. C'était comme s'il avait cassé un carreau. Vous voyez, c'était simplement ça. Il n'avait pas de réaction, de rien du tout. On avait l'impression parfois qu'il était ailleurs, qu'il était obligé d'être dans cette pièce parce qu'il en est l'acteur le plus important, l'acteur principal, mais que ça ne le concernait pas et qu'il savait après tout à quoi il allait être condamné, que tout ce balai de robes noires et rouges lui importait très peu. Alors il nous a tout raconté, mais sans aucune émotion, sans rien. Quand il veut choquer et glacer l'auditoire, il emploie des formules. Une autre fois, il va dire que lui, quand il voit quelqu'un, ou en parlant de Karine, il va dire que c'était un tas de chair et d'os. Quand il parle de Concheta, il va dire exactement la même chose. Pourquoi Tissier est-il devenu ce qu'il est? Pourquoi a-t-il besoin de tuer? Ces questions restent sans réponse. À la barre, les experts font un constat terrible et effrayant. Tissier n'est pas un malade, mais son impossibilité d'exprimer le moindre sentiment à l'égard de ses victimes fait de lui un individu extrêmement dangereux. C'est en ce sens qu'il avait quelque chose d'effrayant, de réfrigérant. Si on a une vision un peu psychogénétique ou psychanalytique des choses, c'est un pervers narcissique, il correspond assez bien au tableau clinique, sinon c'est un sadique. Pour parler plus simplement, c'est un sadique, c'est-à-dire c'est cette personne qui, en définitive, tire sa jouissance de l'anéantissement de l'autre. Et dans leur conclusion, les experts portent le coup de grâce à Patrick Tissier. Pour l'instant, on ne sait pas le soigner. Donc effectivement, il n'y a que des mesures d'éloignement qui ne sont pas satisfaisantes. C'est pas forcément très satisfaisant intellectuellement, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments que effectivement d'essayer de protéger la société de ce genre de troubles du comportement. Les délibérations seront rapides et sans surprise. Les jurés suivent les réquisitions de l'avocat général. En moins d'1 heure et demie, ils condamnent Patrick Tissier à la prison à perpétuité, assortie d'une peine incompressible de 30 ans.
prétoire était plein à craquer de monde. Et donc le président, tranquillement, d'une voix qu'il voulait le plus neutre possible, a lu le verdict sous un délire d'applaudissements de la foule qui a provoqué vite une prise en main de l'ambiance par les hommes du GIPN, des policiers qui étaient là en protection. Et le président qui a clairement énoncé qu'il ferait évacuer la salle s'il y avait encore une autre manifestation de la part du public qu'il ne tolérerait pas. À l'énoncé du verdict, le condamné surprend une dernière fois la cour en exprimant des regrets. Pour la première fois, il s'adresse à la famille de Karine. « Je suis le dernier des derniers, on ne touche pas à un enfant, c'est sacré. » Puis il rajoute qu'il ne souhaite pas d'autres Patrick Tissier à la ville de Perpignan. 30 ans, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais après ce qu'il a fait, 30 ans, perpétuité, même la prison à vie, pour moi, ça n'a pas de... Ce verdict, il n'a aucune signification. C'est la 3e condamnation de Patrick Tissier par une cour d'assises. Il est reparti dans cet univers carcéral qui, qu'on le veuille ou non, est un enfer, dans lequel il ne va pas progresser, où il ne va pas subir de soins, puisqu'on n'a pas considéré qu'il était malade, et qui va donc le maintenir dans sa structure de personnalité, si ce n'est l'aggraver, cette personnalité. Marie-Josée Gauze, Patrick Tissier, en théorie, peut demander à sortir au bout de 30 ans de prison. Oui. Peut-être qu'au bout de 30 ans, un juge le laissera sortir. Malheureusement, j'espère que non. Je suis peut-être dure, mais non. Pour vous, il doit rester à vie derrière les barreaux. Moi, je suis fichue. Mais il va recommencer sur d'autres personnes. J'en suis certaine. C'est ça qui est le drame. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? La façon dont il vous tue. Cette rage. C'était un plaisir de tuer pour lui. C'était le plaisir. Vous sentiez ça? On sent ça. Oui. Oui. C'était sa joie. Au fond, vous êtes la seule à pouvoir dire ce qu'il y a dans le regard de cet homme quand il tue. Oui. Oui. Et il y a quoi dans ce regard? C'est des yeux qui sortent de sa tête. Et c'est le plaisir de tuer. Maître Nicolo, vous êtes dans cette affaire l'avocat de Marie-Josée Gauze et l'avocat de la maman de la petite Karine. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que à la suite de cette affaire Tissier, il va y avoir une loi. Une loi spécifique va être votée par le Parlement français pour répondre au meurtre d'enfants. Alors, Pierre Méneri, qui est ministre de la Justice à cette époque-là, veut certainement, face à l'opinion publique, faire quelque chose. Et ce qu'il va faire, c'est demander le vote d'une loi qui prévoirait une perpétuité réelle. La perpétuité réelle, dans la loi Méneri, qui a été votée et qui est toujours en application... Article 221.3 du Code pénal. Donc cet article prévoit que lorsque on est en présence d'un crime commis, d'un assassinat commis sur un enfant, cet assassinat étant accompagné d'actes de torture, de barbarie ou de viol, la cour d'assises qui condamne à la perpétuité peut prévoir par une décision spéciale qu'il n'y aura aucune remise de peine, aucune réduction de peine possible. C'est-à-dire qu'il n'y aura ni semi-liberté, ni libération conditionnelle, rien du tout. C'est ça la loi Méneri qui découle en partie de l'affaire Tissier. La loi, elle a prévu la perpétuité réelle, mais à ma connaissance, je ne connais pas de juridiction en France qui ait appliqué la loi Méneri. Patrick Tissier est un multirécidiviste. Il n'est pas fou, hein, c'est ce qu'ont dit les experts. Donc il sortira un jour de prison. Quelle réponse est-ce que la société peut apporter à un cas comme celui-là? Alors Patrick Tissier, lui, ne s'est pas vu appliquer la perpétuité réelle. Et pour cause, la loi qui a été votée l'a été après les faits qu'il a commis. Donc il a été condamné à perpétuité. Que faut-il faire d'un individu dont tout le monde dit qu'il est dangereux et dont tout le monde sait qu'alors qu'il a passé sur 36 ans 2 ans en liberté, il a commis chaque 6 mois un nouveau crime.
il est prévisible, sans être pessimiste, que cet homme dont le comportement ne peut pas changer risque de récidiver. Les experts le disent tous. On se pose la question, est-ce que vous prendriez chez vous, y a-t-il quelqu'un en France qui prendrait chez lui Tissier aujourd'hui? Donc la solution, c'est qu'il demeure en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je ne vois pas d'autre solution, même si cette solution ne me satisfait pas humainement. Mais que peut-on faire pour protéger ceux qui encore n'ont pas été victimes de Tissier? Patrick Tissier a passé aujourd'hui plus de temps en prison que libre. Quand il aura 70 ans, il pourra demander une libération conditionnelle.